J'ai le plaisir de recevoir en studio M. Jérémy Letellier, président de l'UPA Montérégie. Donc, M. Letellier, merci d'avoir accepté l'invitation à l'émission parce que vous êtes occupé, disons-le, ces temps-ci. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Donc, vous êtes à la présidence depuis, on disait, un peu plus de 3 ans au sein de l'UPA. Ben, c'est ça, dans le fond, l'UPA de la Montérégie, je suis devenu vice-président à la formation de la fédération en 2012. J'en suis devenu président en octobre 2020. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à débarquer dans la présidence de cet organisme? C'était une succession. Dans le fond, j'avais une excellente relation avec l'ancien président Christian Saint-Jacques. Puis lui, ben, il passe à d'autres choses. Il y avait des projets sur sa ferme, donc il a laissé son poste, puis j'ai été élu par la suite. Là. Fait que ça, dans le fond, c'est une continuité. Les orientations n'ont pas changé. Voilà, donc vous êtes agriculteur. Oui. Vous êtes spécialisé, vous me disiez un peu avant l'entrevue, dans le blé. Ben, on est des producteurs de grains, donc blé de semences, voilà. Soya de semences et maïs grains. Dans la région de Napierville pour vous. Exact. Vous faites ça depuis que vous êtes jeune? Ah oui, j'ai fait ma formation au cégep au Collège McDonald à Sainte-Anne-de-Bellevue. Oui. Puis ensuite, j'ai embarqué ça à la ferme. Puis j'étais avec mon frère. J'étais associé avec mon frère, puis mon père aussi est encore là. La famille. Exact. Ah, oui. Voilà. Et là, il y a eu des manifestations. Il y en a eu quelques-unes, disons-le. Donc, vous revendiquez certaines choses. On est là aujourd'hui justement pour en parler. Donc, parlez-moi un peu des revendications, des choses qui doivent être changées pour vous, là. Oui. Bien, il y a un malaise en agriculture qui est grandissant depuis quelques années. C'est vraiment on a un problème structurel dans l'environnement d'affaires. C'est comme ça que je le décris plus. Fait que, ça ratisse très large. Je dirais que la majeure partie des enjeux se retrouve sous deux aspects. De toute façon, je veux dire, premièrement, il y a l'aspect financier. Oui, OK. Donc, il y a plusieurs secteurs de production qui sont en difficulté. On sait le porc depuis des années, c'est difficile. La relève agricole, acquérir une ferme, démarrer une ferme. Oui. Très peu de programmes qui sont adaptés à leur réalité pour les soutenir en cas de coup dur. Ça, c'est des représentations qu'on fait depuis plusieurs années pour dire qu'il faut changer des programmes d'aide qui vont vraiment venir vous soutenir là-dedans. C'est ça, des programmes pour la relève, identifiés qui peuvent vraiment les aider, leur donner un espoir de développer quelque chose. Parce que tout de suite, tout ce qu'ils font, c'est se garder un petit peu la tête en dehors de l'eau, puis c'est très difficile. Puis en plus, l'an dernier, on a été extrêmement difficile, particulièrement pour le secteur horticole, les légumes, les petits fruits. Dû à la température? Exactement, ça? oui. Oui, exactement, oui. Donc, ça atteint au niveau de la production. C'est ça. Des revenus, bien évidemment. C'est ça, puis qui a démontré que les programmes d'assurance récolte pour ces secteurs de production-là ne sont pas du tout adaptés à leur réalité. OK. En ce moment, c'est quoi, par exemple? Donc, pour nous donner une idée là, de à quoi vous avez droit pour vous soutenir. Okay. Si je regarde, moi, je suis un producteur de céréales. Les programmes d'assurance récolte sont bien adaptés à notre réalité. Les franchises, on a un choix de franchise, le niveau d'assurance qu'on va avoir, le niveau de protection. S'il y a une année catastrophique, on sait que ça va déclencher, puis que sans faire une grosse année, bien, au moins, on va payer nos choses. Vous pouvez rattraper un peu. C'est ça. On peut se payer nos choses puis se garder la tête en dehors de l'eau. Dans le secteur maraîcher, ça fait des années qu'on le dénonce, c'est que le gouvernement a une vision très actuarielle de la chose. Donc, il ne veut pas perdre d'argent. Fait qu'il n'assume pas beaucoup de risques. Puis, la production maraîchère est très circonscrite à notre région. Jardin de Napierville, c'est beaucoup là que ça se passe. OK. Donc, il n'y a pas beaucoup de volume. Fait que pour que le gouvernement dise, bien, si on vous assure, puis on ne veut pas perdre d'argent, bien, les primes vont être très élevées. Puis là, quand je dis très élevé, c'est souvent 20 de la valeur anticipée de la récolte. Ah, quand même. Et les franchises vont être très élevées aussi. Le programme va déclencher au bout de 30 ou 40 de perte. Fait que le producteur, il va dire, je paye une fortune pour m'assurer, puis ça ne déclenche jamais, fait que je ne m'assurerai pas. Et souvent, ce que les producteurs disaient, c'est bon, ça a mal été au mois de juin, je me suis repris plus tard dans l'année. Ça a mal été dans la salade, je me suis repris avec les oignons. Fait qu'au final, je m'arrangeais. Mais là, l'an dernier, il n'a pas fait de beau de l'année. Fait que ça a été une année catastrophique de A à Z. Puis c'est là que l'élastique pète, que là, on voit que le fait que les programmes d'assurance récolte ne sont pas adaptés, bien, ça les atteint durablement. Oui. Puis est-ce que les agriculteurs ont émis des idées de leur côté de choses qu'ils aimeraient pour les aider? Oui. Ça revient toujours que le gouvernement doit assumer plus de risques. Il faut que les programmes soient adaptés à leur réalité. Est-ce que ça passe par un programme d'aide? On a ce qu'on appelle les programmes agri qui déclenchent de l'argent année après année. Contribution du producteur, contribution du gouvernement. Oui. Est-ce qu'il devrait être majoré?
Est-ce que c'est les programmes d'assurance récolte qui doivent être bonifiés puis vraiment que le gouvernement assume plus de risques? Il y a des idées comme ça qui sont mises sur la table. Le gouvernement doit faire de quoi? Là? Oui, totalement. Puis vous disiez qu'il y avait un deuxième palier. Donc là, on vient de jaser du premier. Donc on souhaite... L'argent. Voilà. C'est ça. L'autre aspect, c'est tout ce qui est lourdeur réglementaire, administrative. Oui, c'est ça. Parlons-en parce que ça fait un bout. Je trouve qu'on l'entend, ce point. Donc, qu'est-ce qui est lourd pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait vous aider de ce côté-là? Bien, les exigences sont toujours de plus en plus élevées puis ne sont pas requises dans les autres juridictions aux États-Unis, dans l'Ouest. Nos compétiteurs, dans le fond, ne sont pas soumis à ça. Fait que, quand on regarde c'est ça, fait que des règlements au niveau comme lesquels, l'application des pesticides, des choses comme ça. On ne veut pas mettre plus de pesticides, mais on veut avoir une boîte à outils qui nous permet d'intervenir quand c'est le temps. Puis là, on nous met beaucoup de bâtons des roues actuellement avec des modifications de règlement. Les éco-frais, la taxe carbone, on la paye. C'est supposé nous revenir, mais ça ne nous revient pas. Fait que c'est 80 millions qu'on a envoyés en taxe carbone, qui est supposé, dans le fond, le principe de la taxe carbone, c'est que si on met des actions en place, c'est supposé nous revenir d'une façon ou d'une autre, mais là, il n'y a rien qui revient. Puis il y a beaucoup de juridictions, évidemment, qui ne sont pas soumises à ça. Et en contrepartie, on nous impose des normes de qualité et de salubrité qui sont parmi les plus élevés au monde. Là, nos standards sont très, très élevés, puis c'est correct, la population a le droit d'avoir est en droit de s'attendre à de la nourriture qui est de la meilleure qualité. Mais on n'impose pas ces normes-là aux produits qui arrivent de l'étranger. Il n'y a pas de réciprocité des normes. Donc, on n'est même pas compétitif sur nos propres tablettes. C'est pas normal qu'il peut rentrer de l'agneau à moitié prix de ce qui est produit ici, qui arrive de l'Australie, ou de l'ail de Chine qui arrive au quart du prix de ce qui est produit ici. S'il arrive à ce prix-là, c'est soit qu'il y a eu du dumping puis la subvention gouvernementale, ou que c'est des normes qui font qu'ils peuvent utiliser des produits beaucoup moins chers que ce qu'on est obligé d'utiliser. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est un non-sens, on est en train de nous étouffer comme il faut. Ben oui, puis souvent, les gens le mentionnent parfois, on veut acheter des choses, des produits locaux, mais le prix est plus élevé. Donc, on comprend pourquoi aussi, maintenant, ça va de soi. Là. Je me mets à la place on se met à la place du consommateur. Je veux dire, lui, dans le fond, il exige des aliments de qualité. En même temps, quand il arrive à l'épicerie, le citoyen engagé qui a des exigences, il pense à son portefeuille puis il va être attiré par ce qui est moins cher. Oui, même s'il a l'envie de supporter local parce que veut pas, depuis plusieurs années, je trouve que les gens sont beaucoup plus conscientisés à l'achat local et on veut supporter plus. Donc, c'est important dans tous les points de vous accompagner et de vous aider là-dedans. Donc, à ce côté-là, est-ce qu'il y a des solutions aussi qui ont été proposées? Qu'est-ce que vous aimeriez? On vous allège, bien évidemment. C'est beaucoup de paperasse aussi, ou de ce côté-là? Les normes, par exemple, dans le bio, aller chercher une certification biologique, c'est pas évident non plus. C'est pas évident, c'est fastidieux, c'est beaucoup de démarches. Mais ne serait-ce que pour pouvoir appliquer des traitements de culture pour pouvoir sauver sa récolte, puis tout, il y a des choses qui ne sont pas éligibles ici, mais qui sont ailleurs, puis qu'on rentre les produits. Fait que ça ratisse très large, mais au final, ce qu'on dit, c'est on n'est pas contre l'importation. C'est correct qu'il y ait de la compétition. Nous autres, on exporte. Nous autres, on exporte des choses qui sont produites avec des hauts standards de qualité, mais on rend des choses qu'on ne peut pas caractériser. Une belle fierté tout de même. Absolument. Quand même, soulignons-le. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient là, pour vous? Est-ce qu'il y a, des rencontres qui vont avoir lieu? Parce que là, il y a eu les manifestations. Exact. Est-ce que ça a eu un certain impact? Oui. Jusqu'à maintenant, j'ose imaginer quand même. On entend parler d'agriculture tous les jours dans les journaux, à la télé. Voilà. C'est clair que ça a eu un impact. Il y a eu une belle mobilisation aussi, je pense, du côté des agriculteurs, soulignons-le. À Montérégie, ça a été 3 manifestations, Vaudreuil-Dorion, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe. Les 3 ensemble, c'est 500 tracteurs puis 1000 producteurs. Fait que on voit que c'est pas un mouvement qui est dirigé par la tête de l'UPA. Ça vient de la base, c'est organique. Voilà. Puis des manifestations, ça va continuer dans les autres régions. Cette semaine, Estrie, Centre du Québec, Gaspésie, Mauricie dans 2 semaines. Fait que c'est vraiment un mouvement généralisé à la grandeur de la province. Je sais qu'il y a des rencontres, je ne sais pas s'ils sont arrêtés, mais bon, je sais que le président de l'UPA et le premier ministre et le ministre de l'Agriculture, c'est supposé se rencontrer quelque part au mois de mai. Ils sont en train d'attacher les agendas. Fait que bon, qu'est-ce qui va sortir de là? J'espère que ça va être salutaire et que vraiment on va pouvoir avoir des solutions parce que tout de suite, là, on est en train d'écœurer notre élève, là, clairement. C'est ça la conséquence principale. Bien, exactement. Il vous en faut. Puis il faut que les jeunes aient envie aussi de se lancer dans l'agriculture quand ils vous voient aller avec tout ça. C'est sûr qu'ils ils ont envie. On le voit qu'ils ont envie, mais il faut qu'on leur donne
une perspective d'avenir. Voilà. Si on fait juste les maintenir la tête en dehors de l'eau, exactement. Il n'y a personne qui va vouloir se lancer là-dedans. Les risques sont trop grands, que ce soit au niveau des marchés ou au niveau climatique. À un moment donné, il faut que ce soit prometteur, puis là, tout de suite, c'est difficile de voir ça. Oui, vous avez totalement raison. Super intéressant comme entrevue. Un gros merci. Je vous souhaite bonne chance. J'espère vous revoir sous peu avec de bonnes nouvelles. On se tient au courant du dossier avec vous. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.